Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des psychédéliques, qui sont des substances illégales utilisées de manière récréative et dans l'exploration de la conscience, et qui semblent, selon de nombreuses études récemment, avoir un intérêt thérapeutique en psychiatrie. Donc le but, ça va être de faire un peu le point sur comment marchent les psychédéliques, quel est leur mécanisme d'action, comment ils fonctionnent et comment ils peuvent avoir un intérêt dans les maladies psychiatriques. Petit disclaimer avant de commencer, je n'encourage pas à la consommation de substances psychédéliques. C'est des substances qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent s'avérer très dangereuses, encore plus si la consommation n'est pas encadrée. Donc les substances psychédéliques les plus connues sont la psilocybine qui est très souvent consommée sous forme de champignons hallucinogènes, le LSD et également la DMT qui se trouve dans le breuvage amazonien, l'ayahuasca. Alors les psychédéliques, lorsque un humain en ingère, il a une ribambelle de symptômes qu'il ressent, de phénomènes, qui sont principalement, on va pas y passer 10 000 ans actuellement, mais des altérations perceptives, des émotions plus intenses et une altération du sens du soi. On y reviendra un peu sur cette altération du sens du soi. Les modèles que je vais présenter aujourd'hui, en fait, alors c'est pas la totalité des modèles qui expliquent le fonctionnement des psychédéliques. D'ailleurs, tout n'est pas connu sur les psychédéliques, tout le mécanisme de fonctionnement n'est pas complètement clarifié, mais les modèles que je vais présenter, je pense qu'ils permettent de concevoir un peu les principales modifications qu'apportent les psychédéliques au cerveau et qui permettent de rendre compte de nombreux phénomènes de l'expérience psychédélique. On va directement commencer par présenter le modèle du codage prédictif. Donc, le modèle du codage prédictif, c'est un modèle normal du fonctionnement du cerveau. Donc dans un premier temps, on va mettre de côté les psychédéliques. Pour le comprendre, on va en fait séparer le cerveau un peu en deux parties. Il y aura les structures supérieures, donc qui vont être composées du cortex, des aires associatives, donc qui vont associer différentes perceptions issues de différents sens, et donc ces structures vont héberger globalement des fonctions qu'on appelle supérieures, comme des fonctions exécutives comme le raisonnement, la planification, la mémoire à court terme. Et en fait, ces structures supérieures, elles vont stocker tous les schémas et les modèles internes de la réalité que le cerveau a engrangé au cours de son existence. Toute l'expérience qu'il a acquis, tout ce qu'il sait sur le monde, sur soi et sur le monde. Et ces structures supérieures, elles vont s'opposer aux structures inférieures qui sont en fait les relais des perceptions des organes des sens. Donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Tout ce qui nous permet d'entrer en contact avec le monde. Donc une fois qu'on a bien distingué ces deux structures, on va pouvoir en fait les mettre en relation et comprendre un petit peu mieux le modèle du codage prédictif. En fait, le modèle du codage prédictif, il stipule que au cours de sa vie, pour construire une image de la réalité, en fait, le cerveau, il va pas tout réanalyser tout le temps, tout ce qu'il voit, il va comparer en permanence les modèles internes, donc qui siègent dans les structures supérieures, aux informations perceptives, donc qui siègent dans les structures inférieures. Donc en fait, notre perception de la réalité, selon ce modèle, ça va être un échange perpétuel entre ces deux structures. Les structures supérieures, elles vont émettre en permanence ce qu'on appelle des prédictions. Donc elles vont en fait tenter de prédire la réalité, et les structures inférieures, elles vont ramener des erreurs de prédiction. Donc quand les prédictions des structures supérieures matchent bien avec les informations perceptives émises par les structures inférieures, bon bah voilà, pas de problème, tout va bien. Seulement, quand ça mismatch, si ça mismatch assez fort, il va y avoir une mise à jour des modèles du monde extérieur, des structures supérieures. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle le fonctionnement du codage prédictif. On va prendre un petit exemple pour être un peu plus clair, pour un peu mieux comprendre en pratique ce que c'est. Alors c'est par exemple une situation banale, vous rentrez chez vous après une journée de boulot et vous arrivez dans votre salon. Donc le modèle interne qui siège dans le cortex par rapport à votre salon, c'est qu'il y a une table, un canapé et la télé. Donc quand vous allez rentrer dans votre salon, il ne va pas y avoir d'erreur de prédiction. Vous allez voir votre télé, votre canapé, votre table, rien de plus. Et voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose et ne pas analyser en détail tous ces éléments-là, parce qu'en fait, ils sont déjà connus par votre cerveau. Alors par contre, si vous rentrez chez vous
et que vous apercevez et que vous voyez en fait une statue Moai sur la table que vous aviez jamais vue ici, vous allez être extrêmement surpris et ça va pas correspondre, cette statue Moai, elle ne va pas correspondre avec votre schéma du monde extérieur. C'est pas possible, ça mismatch. Donc là, en fait, la statue Moai, c'est une erreur de prédiction et le modèle, il va être mis à jour. Et vous allez en fait vous concentrer sur cette information, vous allez être happé par cette perception et vous allez chercher à l'intégrer à votre modèle. C'est-à-dire d'où vient cette statue Moai, il faut que je demande à mon colocataire d'où ça vient. Ah oui, c'est un pote à lui qui est passé déposer cette statue Moai pour la brocante de dimanche prochain. Ok, donc la prochaine fois que vous rentrez dans votre salon, le modèle il aura évolué, il sera mis à jour et ce sera, bon, dans mon salon il y a un canapé, une table, un tableau et peut-être une statue Moai sur la table. Alors on peut se demander pourquoi le cerveau fonctionne comme ça. En fait, c'est un modèle de fonctionnement qui est très efficace parce qu'il est très économe en énergie. Il permet de tout anticiper en fait et de jamais être complètement surpris par ce qui se passe et de pouvoir être très efficace dans les tâches qu'on fait, de ne pas perdre de temps. Les choses qu'on connaît, on ne va pas passer 10 000 ans à les réanalyser et on passe très vite à la tâche qui nous intéresse. En fait, le cerveau, il va globalement toujours faire des approximations du monde extérieur et quand le monde extérieur, ça discorde, ça mismatch, on peut dire en anglais trop, avec son modèle, son schéma, il va être mis à jour par les erreurs de prédiction. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a cette phrase que je vais citer. Le codage prédictif hiérarchique montre que des modèles précis de haut niveau ont généralement une influence contraignante importante sur le reste de la hiérarchie, canalisant les composantes inférieures et inhibant leur expression et leur influence. Donc à travers cette phrase, on va comprendre que les structures supérieures, elles vont avoir ce qu'on appelle une fonction compressive sur les structures inférieures. Donc il va y avoir un rapport de hiérarchie, comme leur nom l'indique, et on en parle depuis tout à l'heure, structure supérieure, structure inférieure. Il y a véritablement une hiérarchie avec des structures supérieures qui vont venir compresser, qui vont venir juguler l'expression des structures inférieures. Et ces modèles-là, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur des choses un peu du quotidien, du monde extérieur. On vient de le dire, ça peut être par exemple mon salon comporte un canapé, ma salle de bain est peinte en rose, dans ma résidence il y a un square avec des arbres, le magasin Carrefour City ferme à 22h, voilà. Mais ça peut être aussi des choses sur notre image, notre valeur, notre personnalité, notre personne. Par exemple, ça peut être je suis fort en maths ou j'ai une maîtrise assez approximative des logiciels de montage pour les podcasts. Mais ça peut être aussi des choses comme par exemple je suis nul, j'ai une moindre valeur que les autres, il faut que j'arrête de manger pour pouvoir être en forme, je pourrais jamais m'en sortir tout seul, des choses comme ça. Donc forcément dans les pathologies psychiatriques, ces modèles-là ils vont être très très ancrés et très difficiles à changer. Et en fait dans les pathologies psychiatriques, ces schémas ils vont représenter des biais perceptifs. On appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui a un schéma très ancré, qui dit « je suis de moindre valeur que les autres », bien tout événement qui pourrait faire penser que la personne a en fait une très bonne valeur, c'est-à-dire personne qui se trouve très nulle mais qui a eu 18 sur 20 au contrôle, va souvent pouvoir se dire « oui, mais bon, j'ai eu de la chance, c'était facile ». Et va en fait, le schéma va tout faire pour un peu gommer cette erreur de prédiction qui met un peu à mal le schéma et par contre va se nourrir de tous les éléments qui le renforcent. Par exemple, voilà, j'ai loupé le train, j'étais en retard, j'arrive pas à me préparer, j'arrive pas à me lever à temps, ça confirme en effet que je suis nul. Voilà, donc là on a parlé un petit peu du système du codage prédictif. Et alors maintenant qu'on a parlé du codage prédictif, on va revenir au psychédélique, parce qu'on est quand même là pour parler de ça, et on va introduire la notion du Rebus Model. Le Rebus Model, qu'est-ce que c'est ? Donc, alors excusez-moi l'accent, mais c'est en anglais Relaxation Beliefs Under Psychedelics, et c'est un modèle qui a été introduit par Carl Artaris, donc
un grand chercheur britannique expert sur les psychédéliques. Et en fait, si on traduit un peu ce Rebus model, en fait, ça veut dire relaxation, donc c'est-à-dire un relâchement, un assouplissement, une baisse de pondération des beliefs. Donc en fait, les beliefs, c'est les croyances et les modèles. En fait, c'est les schémas, les modèles internes dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, ces schémas, ces modèles internes vont se relâcher, s'assouplir, donc diminuer leur pondération. Et en fait, ce qui est intéressant, on parlait de notion de hiérarchie tout à l'heure, et c'est que là, la hiérarchie va s'inverser en fait. Et les niveaux inférieurs de la hiérarchie, elles vont avoir accès à la conscience et vont imprégner les niveaux supérieurs. Donc en fait, la notion de compression qu'on évoquait tout à l'heure ne va plus être effective sous psychédélique, ou du moins va être moins effective. Il y a une phrase de cet article-là qui introduit le Rebus model, qui dit « Les psychédéliques subvertissent la capacité du cerveau à entraîner et à contraindre l'émotion et la perception à une narration centrale. » Donc très intéressante cette phrase. Donc la narration centrale, ça reprend ces schémas, ces modèles internes. Et en fait, on va comprendre directement certains phénomènes ressentis par les personnes vivant une expérience psychédélique. Donc les perceptions riches, les illusions, un peu cette notion d'hyperperception, on va bien la comprendre parce que tous les stimuli sensoriels vont inonder comme ça le cerveau et ne vont pas être régulés, donc c'est pour ça que les personnes vont voir des images beaucoup trop colorées, beaucoup trop vives. Et si on reprend l'exemple du codage prédictif avec la statue Moai, en fait, quand une personne va rentrer dans une pièce et qu'elle est sous psychédélique, elle aura l'impression qu'il n'y aura que des statues Moai, en fait, il n'y aura que des erreurs de prédiction. C'est pour ça que les personnes sous psychédélique, quand ils vont, par exemple, rentrer dans une nouvelle pièce, ils vont être happés par toutes les perceptions et vont avoir la sensation de redécouvrir chacun des éléments qui leur est imposé, en fait. Donc c'est pour ça que personne qui rentre dans son salon, elle va se dire « Waouh, mais le canapé, il est incroyable !» Alors que d'habitude, elle se dit « Bon, d'accord, ça c'est mon canapé, maintenant je passe sur autre chose. » Donc ça c'est pour les perceptions, mais en fait, il en va un peu de même pour les idées. Toutes les idées qui n'avaient pas accès à la conscience, qui étaient un peu régulées par les niveaux supérieurs, ben en fait, elles vont être ressenties. Par exemple, si on reprend l'exemple du modèle avec la personne qui se disait qu'elle est de moindre valeur, ben en fait, l'idée comme quoi, ben en fait, je suis pas si mauvais, je suis pas si mal, en fait, j'ai fait des bonnes choses dans la vie, j'ai quand même travaillé dans cet asso, j'ai fait ça, j'ai des amis qui sont sympas, finalement, je suis peut-être pas si nul. Ça, c'est une idée qui est d'habitude qui est compressée par le modèle habituel, et là qui va revenir à la conscience. Donc bien évidemment, c'est pas magique, l'idée elle va pas prendre la place du modèle et la personne va se trouver directement incroyable, mais ça permet quand même de remettre un peu en cause ce modèle-là, de le faire vaciller un petit peu, et c'est ça qui est très intéressant pendant les thérapies psychédéliques, c'est que la personne va pouvoir ressentir cette idée, et ensuite, avec le travail d'intégration derrière et de psychothérapie, justement, le modèle va pouvoir un peu se mettre à jour et pouvoir permettre à la personne de se voir sous un meilleur jour qui correspond bien avec des vécus de relativisation. En fait, le cerveau va être capable de voir large, de voir un peu tout un éventail de perceptions et d'idées auxquelles il n'a pas accès d'habitude, ce qui va en fait pouvoir enclencher un changement dans la manière de penser. Une capacité de voir des schémas habituels de pensée comme un seul élément au milieu des autres pensées. Donc finalement, la pensée « je suis nul », c'est pas qu'elle va disparaître, mais c'est qu'elle va être prise en fait dans une foule d'autres pensées. Donc en fait, c'est vrai qu'à partir de ce modèle-là, c'est intéressant, on peut voir la pathologie psychiatrique comme une pondération trop forte de certains schémas mentaux qui sont mis en place initialement en réaction à une incertitude trop forte, à de l'angoisse. En fait, le but du cerveau, donc on l'a vu avec le modèle du codage prédictif, c'est de réduire l'incertitude. En fait, tous ces mécanismes-là, ils vont être en lien avec une flexibilité mentale accrue. C'est-à-dire, en fait, le fonctionnement selon les schémas, en tenant moins compte des erreurs de prédiction, donc le modèle compressif, il est très rigide. Et du coup, il est très efficace parce qu'il permet d'être très efficace dans une tâche, très rapide, et ne pas trop tenir compte de ce qui se passe à côté. Mais du coup, la flexibilité, c'est un peu l'inverse, et qui est
apporté là, en l'occurrence par les psychédéliques, permet plus de s'adapter au changement. Donc là, on a pu voir comment ça se passait au niveau cérébral, et on va essayer de descendre un peu d'une échelle pour voir comment ça se passe au niveau vraiment des neurones, au niveau moléculaire. Une des explications les plus claires, on la comprend avec l'action sérotoninergique des psychédéliques. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc une petite molécule qui se balade entre les neurones et qui va servir à conduire le message nerveux. Et on sait que la sérotonine, elle est impliquée globalement dans l'humeur, la cognition, la mémoire, le sommeil, dans plein de fonctions. Et il se trouve que les psychédéliques, c'est des agonistes 5-HT2A. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se fixer, en fait, comme la sérotonine, sur des récepteurs 5-HT2A, qui sont un des types de récepteurs sérotoninergiques. Ce qui est très intéressant, c'est que les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A sont beaucoup, alors pas tous, mais beaucoup situés au niveau justement de ces aires supérieures, de ces aires corticales. Et en fait, ils ont pour fonction naturelle de perturber un peu cette compression. Donc en fait, naturellement, la sérotonine va un peu permettre aux perceptions et au niveau inférieur de plus s'exprimer. Sauf qu'en fait, les psychédéliques, ils vont augmenter drastiquement cette conduction nerveuse, et vont faire que les perceptions vont être en quelque sorte débloquées dans les niveaux inférieurs. On peut dire que l'action des psychédéliques, c'est comme un accélérateur d'une fonction naturelle de flexibilité et d'adaptation au changement. De base, c'est des récepteurs pour la flexibilité, pour le changement, et là, ils vont être activés d'une manière énorme, d'une manière aberrante. Et du coup, on comprend bien que ça va pas être directement les niveaux inférieurs qui vont être augmentés, mais ça va plutôt être le rétrocontrôle qu'opèrent les niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs qui va être diminué. C'est plutôt ça le mécanisme, même si évidemment des récepteurs 5-HT2A, il n'y en a pas uniquement dans les structures de haut niveau. Je simplifie bien sûr, mais il y en a beaucoup. Et en fait, avec cette conception, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve un peu les différents phénomènes qui se passent sous psychédélique. Les perceptions accrues, les illusions, on parle d'hallucinations, mais c'est plutôt des illusions, des déformations. On en a parlé. Le fait d'avoir des nouvelles idées, des révélations, ça peut se comprendre aussi. Et on parle souvent de la dissolution de l'ego, donc on va pas en parler de manière très développée durant ce podcast, mais c'est un peu une altération, un amoindrissement du sens du soi. Et en fait, ça, on va le comprendre bien grâce à ce modèle aussi, parce que le sens du soi, donc les choses qu'on se raconte sur nous, qu'on se dit sur nous, ce qu'on appelle le soi narratif, et ben en fait, il va être stocké dans ces structures supérieures. Donc toutes les fonctions qui sont opérées par les structures supérieures, c'est-à-dire les fonctions cognitives complexes, donc planification, réflexion, ça va être très compliqué pour une personne qui est sous psychédélique. Et aussi, mais le sens du soi, de qui on est, c'est quand même forgé par ces schémas mentaux un peu rigides et un peu ancrés, quoi. Quand on se raconte, quand on se dit qui on est on est quand même obligé d'avoir des idées un petit peu arrêtées sur ce qu'on est, pour un peu avancer dans la vie sereinement, quoi. Mais là, du coup, tout ça devient un peu plus flou. Et c'est ça qui peut être assez riche quand on a, par exemple, un sentiment sur nous. Même, je pense aux addictions, on n'en a pas parlé. Des personnes qui se définissent comme alcooliques, ça peut être intéressant qu'avec la thérapie psychédélique, et puis c'est un peu relativiser cette conception. Une personne dise, en fait, je suis pas que alcoolique, en fait, je suis aussi charpentier, je suis un très bon charpentier, je suis un père de famille. Voilà, il n'y a pas que l'alcool qui me définit. Donc ça, c'est des leviers thérapeutiques intéressants dans les pathologies addictives. Donc voilà, un petit mot final pour dire que, a priori, le mécanisme c'est central des psychédéliques dans les pathologies psychiatriques, et il réside autour du changement, de la flexibilité, de la capacité d'avoir accès à un éventail d'idées plus large et de voir les choses d'une manière autre qu'elles sont vues habituellement par la personne. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Bonne journée à tous.